Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Bienvenue donc sur le webinaire co-organisé par Didomi et Synaptic sur les recommandations CNIL sur les consentements, les erreurs d'implémentation à éviter. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. Je vais partager mon écran. Hop. Et on va pouvoir commencer. Donc moi je suis Damien Martin, je suis partner manager chez Didomi et je suis en charge de créer des partenariats euh, avec des agences web, des cabinets de conseil, des SaaS technologiques, des entreprises à tech. Et Xavier m'accompagne. Xavier est directeur commercial Synaptic. Si tu veux te présenter, Xavier. Oui, en deux mots, donc, je suis effectivement directeur commercial de l'entreprise qui s'appelle NetVigie, qui est éditeur du produit Synaptic. Et on verra exactement sur quel point on intervient. Mais donc, je suis en charge de la partie commerciale, également partenariat, comme Damien. Très bien, donc pour vous présenter Didomi, Didomi c'est une start-up française qui a été créée en 2017, donc c'est tout récent. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le recueil, le stockage et le partage du consentement. Et donc pour ça, nous avons deux produits que nous commercialisons. Le premier, c'est la CMP, la Consent Management Platform, vulgairement appelée la bannière de Cookie. Et le Preference Center, qui est un outil qui permet de gérer l'ensemble des préférences d'un utilisateur vis-à-vis d'une marque. En seulement 3 ans, on a pu conquérir plus de 200 clients dans 18 pays, avec des acteurs comme Rakuten, Orange, Michelin, Decathlon pour les acteurs français. On a aussi d'autres acteurs à l'international comme Ilti, par exemple, ou Grupo Godo, qui est un acteur très puissant dans les médias en Espagne. Et donc, sur la partie Synaptic, c'est un produit qui est édité par l'entreprise NetVigie, entreprise qui existe depuis 16 ans, qui est basée dans le nord de la France et qui traite des problématiques de qualité sur les sites et applications de nos clients. Le produit Synaptic est une offre qu'on a mis en place il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, 3 ans, pour traiter des problématiques de data quality, puisqu'aujourd'hui, le postulat, c'est que beaucoup d'entreprises collectent beaucoup de données pour notamment mieux comprendre leur audience, mieux comprendre également les parcours des utilisateurs et basent leurs décisions, en tout cas en théorie, sur de la donnée qu'ils vont collecter sur leurs dispositifs digitaux. Mais donc le postulat de départ, c'est que pour prendre des bonnes décisions, effectivement, il faut avoir des données de qualité. Et donc c'est ce que va permettre de faire Synaptic, c'est de pouvoir aider nos clients à fiabiliser et contrôler la donnée digitale qu'ils vont collecter au travers des différents tags qu'ils vont implémenter sur leur site. Donc, dans l'outil, il y a effectivement un volet RGPD qu'on va rapidement voir aujourd'hui autour de ces sujets, autour de la CNIL, mais de pouvoir du coup s'assurer de la conformité de la stratégie de tag vis-à-vis des réglementations en vigueur et à venir au niveau du RGPD. Et donc, sur cette offre-là Synaptic, on accompagne aujourd'hui un certain nombre d'acteurs majeurs, notamment du retail, du e-commerce, mais également de la banque assurance, avec certains clients comme Leroy Merlin, comme Noroto, comme Carrefour, par exemple, qui sont des clients qu'on accompagne sur tout ou partie de ces problématiques. Ok, très bien. Donc pour commencer, on va vous faire un rappel en fait des nouvelles recommandations CNIL qui ont été publiées début octobre et qui vont un petit peu régir dans le cadre du RGPD l'utilisation des cookies et traceurs sur les sites internet.
Donc il y avait déjà des recommandations qui avaient été publiées auparavant, ou des prémices de recommandations. Donc, plusieurs grands principes ont été confirmés par la CNIL donc en octobre. Donc on va vous les expliquer brièvement ici. Il faut qu'un utilisateur qui utilise un site internet ou une application ou un jeu vidéo, si sur ce site il y a des dispositifs de traçage numérique, donc cookies ou traceurs, il faut que l'utilisateur soit capable de comprendre le traitement qui sera fait de ces données. Il faut qu'il puisse choisir sans contrainte d'accepter ou non le traitement de ces données et changer d'avis librement et à tout moment. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? L'utilisateur doit être capable en fait de pouvoir donner un acte positif clair de consentement. Un acte positif clair de consentement, c'est-à-dire qu'on va arrêter de considérer en tant que propriétaire du site que parce que l'utilisateur a scrollé ou a descendu sur la page du site internet, l'utilisateur a donné son consentement pour l'ensemble des cookies et des traceurs. Ça ne sera plus le cas. De même, c'est pas parce que l'utilisateur s'est baladé pendant 2, 3, 4, 5 minutes sur le site sans avoir coché la case j'accepte par exemple de la CMP, de la bannière de cookies. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore coché sur la case et parce qu'il est en train de se balader sur le site qu'il a déjà donné son consentement. Il faut maintenant que le consentement soit un acte positif clair. Donc, dans ce cas-là, il faut que l'utilisateur ait réellement appuyé sur le bouton « J'accepte » pour que le consentement soit réellement pris en compte. Il faut, en plus de tout cela, il faut que l'utilisateur ait la possibilité en fait, de retirer son consentement facilement et à tout moment. C'est-à-dire qu'il puisse revenir sur ses choix. Maintenant, on commence à avoir un petit peu l'habitude hein, sur plusieurs sites sur lesquels on navigue. On peut voir des bannières de cookies très régulièrement maintenant. Et si jamais, pour X raison, l'utilisateur souhaite modifier justement le consentement qu'il a partagé, il faut qu'il puisse revenir justement sur cette bannière de cookies facilement. Enfin, il y a un point qui revient et que beaucoup d'acteurs redoutaient sur le marché, c'est de laisser la possibilité à l'utilisateur de refuser les traceurs. Et il faut que cette manière de refuser soit aussi simple et aussi aisée que de les accepter. Donc là, il y a plusieurs possibilités qui ont été données par la CNIL, notamment le bouton « Tout refuser ». On va voir qu'il y aura peut-être d'autres alternatives par la suite qui ont été proposées par la CNIL. Enfin, il faut également informer les utilisateurs des finalités des traceurs, c'est-à-dire, OK, c'est pas suffisant de juste proposer une bannière pour dire « Attention, il y a des cookies et des traceurs sur le site ». Il faut qu'en plus de ça, l'utilisateur comprenne à quoi servent ces cookies ou ces traceurs. Et donc, quelles sont ces finalités et également, quels sont les acteurs en fait, qui se cachent derrière ces cookies et ces traceurs. Et en fait, quelles sont les conséquences de ces cookies. Donc, on va vous expliquer à travers d'exemples, parce que tout ça, c'est quand même assez théorique quand on n'est pas forcément dans le milieu CMP, dans ce milieu réglementaire, ça peut être assez compliqué à tout comprendre. Donc, j'ai pris une liste d'exemples pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc là, c'est par exemple ici un exemple de CMP qu'on peut trouver assez fréquemment sur Internet, où en fait la bannière CMP se résume uniquement soit au bouton OK, donc l'utilisateur va donner son consentement, il va accepter de partager son consentement, soit on a un lien en fait qui redirige vers la politique de confidentialité. Ça, c'est plus possible actuellement. Il va falloir aller un petit peu plus loin que juste cette bannière-là. Ici, on a uniquement le paramétrage
Bon, celui-là, c'est un exemple un peu moins fréquent, mais ce serait aussi un exemple qui sera plus admis à partir du mois de mars, puisque la CNIL a donné 6 mois pour se mettre en conformité. Donc les recommandations ont été faites en début octobre, donc 6 mois, ça laisse jusqu'à mars. Et donc à partir de mars, ce genre de présentation ne sera plus acceptable. Donc là, c'était uniquement la manière de paramétrer le navigateur comme moyen d'opposition à lecteur de dépôt de cookies. Donc ça, c'est plus du tout possible. Un autre exemple qu'on peut voir ici, il y a des, il manque un bouton, par exemple, tout refuser. Donc il y a des questions qui ont été prises. Amy, je pense que tu t'occupes de les récupérer dans le chat. Donc il manque un bouton tout refuser. Il y a du précochage qui a été fait, par exemple, sur les cookies d'analytics qui peuvent influencer en fait le choix de l'utilisateur. Il faut rester neutre en fait dans ce genre de finalité. Donc on voit bien, oui, qu'il y a les finalités. On comprend la finalité, c'est des cookies d'analytics ou des cookies publicitaires ou des cookies fonctionnels. Mais il faut aller un petit peu plus loin également. Il faut donner des informations en fait sur les partenaires qui se cachent derrière ces cookies d'analytics. Est-ce que j'ai du Google Analytics? Est-ce que j'ai du Mixpanel, etc., etc. Un autre exemple qui va être interdit, c'est dans l'explication. Le refus doit être aussi aisé que l'acceptation. Là, on se rend compte en fait que pour accepter, c'est très simple. On a juste appuyé sur un bouton sur cette CMP pour accepter l'ensemble des cookies. Et par contre, si je veux les refuser, il va falloir que j'aille un par un pour ensuite valider mon choix, si je veux tout refuser. Et ça sera plus possible. On voit très souvent actuellement ce genre de CMP en ligne, et il va falloir se conformer dans les mois qui viennent. Nous, ce qu'on vous propose, donc, avec Didomi, il y a la possibilité, en fait, d'avoir... Donc ça, j'ai pris l'exemple de la CMP qui est sur notre site. On essaie de lead by example, hein, comme on dit. Et donc, vous pouvez voir, voilà, qu'il y a la possibilité, en fait, avec notre CMP, d'inclure directement, en fait, le bouton « Je refuse ». Et là, on voit très bien, en fait, que le bouton « Je refuse » et « J'accepte », c'est aussi facile et aussi aisé de donner son consentement que de le retirer. Et en cliquant sur le bouton « Learn more », il y a la possibilité, en fait, d'avoir accès. Donc là, j'ai pris un exemple d'un de nos clients, donc un exemple qui est live, de voir en fait l'ensemble des finalités. Donc vous voyez, les finalités ne sont pas influencées non plus. On peut les accepter ou les refuser, mais il n'y a pas de précochage qui est paramétré. Et il y a toujours la possibilité de refuser ou d'accepter l'ensemble des finalités. Il y a, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, il y a un onglet « Voir nos partenaires » en fait. Et là, on va voir en fait l'ensemble des partenaires qui sont rattachés à ces finalités. Je te laisse la parole, Xavier. Merci Damien. Oui, alors en fait, il y a ce sujet que Damien évoque lié justement à la gestion des consentements des utilisateurs, mais ce qui n'est pas nécessairement évident, et une question qu'on peut avoir parfois chez nous, chez certains de nos clients, c'est oui, effectivement, j'ai ou je vais avoir un outil de CMP qui va m'aider justement dans la gestion de ce consentement utilisateur. Mais je suis dans un environnement qui évolue quand même assez régulièrement. J'ai des nouveaux tags qui se mettent en place sur mon site. J'ai des évolutions du site. Et du coup, comment je peux être sûr que dans les faits, finalement, ce consentement utilisateur, il est respecté en fait partout sur mon site. Est-ce que je suis en mesure de garantir que quand l'utilisateur va dire oui ou non à tout ou partie des traceurs, que dans la réalité, en fait, dans sa navigation, partout où il va naviguer sur le site, je n'ai pas à un moment donné des tags de telle ou telle nature qui vont quand même se déclencher. En fait. Tu peux juste passer un petit peu, Damien? Ouais.
c'est pas forcément une situation qui est très simple parce que naturellement, ce consentement il est spécifique à chaque internaute, que des nomenclatures de tags, il va y avoir quand même pas mal pour différents objectifs, comme Damien l'a expliqué. Et forcément, comme tout ça se fait pas voilà, une bonne fois pour toutes et que c'est amené à évoluer parce que un site ou une app, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre et qu'à un moment donné, bah, ça doit évoluer parce que les besoins qu'on va avoir au niveau marketing, notamment, vont se faire croissants. On a potentiellement des risques autour justement de ces sujets. Et donc la question en fait qui se pose, c'est comment je peux m'assurer que ce que j'ai défini finalement dans ma CMP sera valable finalement pour 100% de mes internautes, quelle que soit leur navigation, et pour tous les tags et tous les types de consentement qu'ils vont valider ou pas. C'est encore une fois pas forcément quelque chose de très simple, qui parfois peut demander du temps à identifier. Hein. Aujourd'hui, il y a des situations qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Et donc, l'idée, c'est, tu peux juste passer, Damien, c'est que il faut pouvoir également, au-delà de la mise en place d'une CMP, s'assurer que pour les utilisateurs, en pratique, ce consentement est appliqué, en fait, et ce pour 100% des traceurs qui peuvent être présents sur vos sites. Forcément, l'idée, ça va être de pouvoir gérer des sortes de nomenclature, de familles, de regroupement de tags par typologie, de pouvoir tester que selon les différents cas d'usage du site, c'est-à-dire voilà, tel utilisateur va refuser tel type de tag, va accepter tel autre, et tout ça, ça va être des situations qui vont être assez hétérogènes. Que quels que soient ces contextes de navigation, les consentements qui sont formulés dans notre consentement soient effectivement acceptés, en tout cas validés. Et si ce n'est pas le cas, de pouvoir aussi être alerté, puisque c'est l'objectif aussi, c'est de pouvoir être proactif là-dessus et d'une part avoir un outil de CMP qui va vraiment nous aider à bien respecter ces réglementations RGPD, CNIL et d'avoir les fonctionnalités que Damien a expliquées pour respecter ces réglementations et faire en sorte que l'utilisateur retrouve bien ce qu'il a besoin de retrouver dans le bandeau, et avec une couche d'outils de contrôle de la data quality, de pouvoir faire un peu le double combo de contrôler également ce qui se passe en aval, en fait, après, finalement, que ces utilisateurs aient donné leur consentement ou pas, et de pouvoir le tester, le simuler de manière assez régulière. Tu peux enchaîner, Damien. Donc, nous, Synaptic, l'outil a vocation aussi à être un moyen, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la mise en place d'un outil de contrôle de ces aspects-là permet aussi de se dire, bah voilà, j'ai mis en place des dispositifs qui me permettent de contrôler que le consentement est bien respecté, que tout ce qui gravite autour des tags est conforme à ce que va exiger le RGPD. Et donc, on est un moyen, finalement, pour attester qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour être en conformité. Un sujet qu'on va assez souvent avoir aussi, c'est la maîtrise, finalement, des tags. Je le disais juste avant, ce n'est pas un sujet qui est figé et qui n'évolue pas, au contraire. On le voit dans le petit graphe là, qui est issu d'une étude que vous pourrez retrouver, qu'on pourra vous remettre aussi dans le chat si nécessaire. Ces dernières années, en fait, le nombre d'outils qui fonctionnent avec des tags est de plus en plus important. Aujourd'hui, une étude qui dit, voilà, il y a 8000 solutions qui fonctionnent via des tags. Sur un site donné, il n'est pas rare de trouver parfois plusieurs dizaines ou centaines de tags parfois sur le site. Et ce que va vous demander notamment la CNIL,
c'est de pouvoir être en mesure de connaître finalement ces différents marqueurs qui sont présents sur le site, et ce, à chaque instant. C'est quelque chose qui va, encore une fois, évoluer dans le temps. Les équipes marketing vont potentiellement avoir plus de facilité à implémenter de nouveaux tags parce qu'avec les outils de tag management, c'est plus facile qu'il y a quelques années d'implémenter des tags sur le site. Elles sont plus autonomes aussi dans cette mise en place. Qu'il y a de plus en plus d'équipes qui sont même autonomes finalement à la mise en place de nouveaux tags et de nouveaux partenariats. On va se retrouver dans des situations où ça devient très compliqué de pouvoir dire précisément à un instant T, oui, je connais quels sont les tags qui sont présents sur mon site. Et ça, c'est pas forcément une situation très évidente au regard de ce que demande la CNIL. Donc, le principe, c'est justement d'avoir capacité avec Synaptic de cartographier l'ensemble des tags qui vont se déclencher sur le site de nos clients. Alors, on peut se dire que c'est facile parce que ces tags-là, je les ai choisis, je les ai mis dans mon GTM ou dans mon outil de tag management. OK, mais rien n'empêche que dans ces tags-là, il y ait d'autres tags qui se déclenchent. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de piggybacking. Piggybacking, c'est de dire que c'est un peu comme les trains, quoi. C'est un tag peut en cacher un autre et un tag peut déclencher d'ailleurs toute une panoplie de tags partenaires. C'est ce que font des outils type Criteo, par exemple, qui vont déclencher un certain nombre de tags en cascade derrière. Ces tags-là, vous ne les maîtrisez pas, vous ne les connaissez pas nécessairement, mais pour autant, ça reste des tags, en fait. Et donc, l'objectif, ça va être de pouvoir réellement avoir un mapping complet de tous les tags qui vont se déclencher sur le site et de pouvoir maîtriser qui déclenche quoi et de maîtriser également ceux qu'on veut ou pas voir présents, en fait. Et donc, de pouvoir être alerté si effectivement de nouveaux tags apparaissent, des tags qui peuvent parfois être non sollicités. Parfois, on a retrouvé des situations où on avait des tags qui étaient malveillants et du coup qui pouvaient bloquer aussi le site. Voilà. L'idée, c'est d'avoir vraiment une maîtrise de ce sujet de cartographie des tags et d'avoir un référentiel qui soit à jour là-dessus, parce qu'encore une fois, ce qu'on va faire aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans un mois ou dans 2 mois ou dans 6 mois, parce que de nouveaux tags vont apparaître et que la situation va avoir évolué. Ces tags qui sont présents sur les sites, ça reste des codes, des JavaScript, et il n'est pas interdit, il n'est pas impossible surtout, que ces tags récupèrent des données que vous ne souhaitez pas qu'ils récupèrent, en fait. Ce qu'on appelle les fuites de données, data leakage, en anglais dans le texte. Tu peux passer un, Damien. Une donnée personnelle utilisateur, ça peut être plein de choses. Des choses qui sont un peu plus spécifiques, mais un nom, un prénom, c'est déjà une donnée personnelle. Quand on rentre dans des sujets un peu plus avancés, on va retrouver des adresses email ou des numéros de compte d'utilisateur. Ça peut être un compte bancaire, même si c'est pas forcément quelque chose qui devrait être transité, mais voilà, ça reste. Un numéro de carte bleue ou des choses comme ça. Voilà. À partir du moment où on a une donnée qui est affichée quelque part sur le site ou présente quelque part dans le site ou dans le data layer, hein, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est des informations qu'à un moment donné, certains tags pourraient récupérer. Et ça, nécessairement, vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas envie, et pour autant, ça peut se passer. Alors, heureusement, ça ne se passe pas tous les jours, mais c'est des situations qui sont quand même assez gênantes et qui font parfois d'ailleurs un peu les choux gras quand on voit certaines publications qui paraissent parfois sur un tel, il a eu des fuites de données et il a derrière, à la fois sur son image et pas forcément été très valorisé, mais on sait naturellement que ça a derrière des conséquences potentielles aussi financières vis-à-vis de la CNIL. Et donc, au travers de Synaptic, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement proactivement d'identifier déjà, d'une part,
quelles sont les données personnelles que potentiellement vous affichez ou mettez à disposition sur le site quand un utilisateur va se connecter, par exemple, sur votre plateforme. Dès lors qu'un tag tiers, notamment, va récupérer ces données personnelles, de pouvoir être alerté en cas de récupération de ces données, qu'on appelle chez nous des données sensibles, qui peuvent être de différentes natures. Mais l'idée, c'est de rester proactif là-dessus et d'être alerté quand une situation anormale de ce type-là arrive, à commencer si c'est un tag third party, par exemple, qui le récupère, que vous ne connaissez pas, mais qui pour autant peut très bien être amené à récupérer ce genre d'infos. C'est ce qu'on voit dans la slide juste d'après, Damien. Voilà, c'est un peu la métaphore du plombier qui va éteindre, qui va réparer la fuite d'eau. C'est de rester en maîtrise de tout ça et encore une fois de l'anticiper avant que ça ait des effets gênants, on va dire, vis-à-vis de la marque elle-même et naturellement au niveau de la CNIL. Voilà, donc j'ai plusieurs fois évoqué ce sujet, mais ça c'est un point qui est très important, c'est que naturellement ces contrôles ne sont pas faits spécialement en continu, mais que nos clients puissent recevoir des alertes proactives quand un consentement ne va pas être respecté, quand un tag va récupérer une donnée utilisateur, ou quand un nouveau tag non sollicité va apparaître et qu'on souhaite du coup garder la maîtrise de la cartographie des tags qui sont présents sur son site. Donc, c'est un peu vraiment la philosophie de l'outil, c'est d'être alerté quand on va avoir ce type de situation. Ok, donc je vais vous parler d'un use case, prendre un exemple chez Didomi. Et je vais aussi rebondir sur l'actualité, puisque récemment, on a appris que la CNIL et l'ICO, donc qui est l'équivalent de la CNIL en Grande-Bretagne, ont infligé 2 amendes records suite à des violations de données à British Airways et Marriott, si vous avez suivi l'actualité. Donc ouais, par rapport à des fuites de données. Donc pour en revenir au sujet, ici j'ai pris une cartographie en fait d'un exemple chez un client qui peut se retrouver voilà, avec alors on voit pas forcément bien qui est qui, mais avec beaucoup de vendors ou beaucoup de partenaires présents sur son site. Donc ça peut être des vendors de publicité, hein, comme Criteo, tout à l'heure on en a parlé. Et il peut y avoir également d'autres acteurs qui interviennent, hein, des vendors d'analytics, des partenaires d'analytics. Et même parfois, si vous avez la possibilité sur votre site de faire des partages d'articles sur les réseaux sociaux, par exemple, avec des widgets Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Ces widgets sont aussi des vendors qu'il faut faire apparaître à l'utilisateur à son arrivée sur le site internet. Donc, voici une cartographie d'un site, d'un exemple. On peut voir qu'il y a pas mal de tags, et comme l'a très bien dit Xavier tout à l'heure, un site, c'est pas figé dans le temps, c'est amené à évoluer. Et donc, ces partenaires peuvent très bien eux-mêmes appeler d'autres partenaires, en fait, et donc déclencher des tags supplémentaires. Ou tout simplement, il suffit que l'équipe en charge du TMS chez ce client change et la nouvelle équipe souhaite changer de TMS et passer sur un autre TMS. Et on se retrouve en fait avec un enchaînement de plusieurs TMS, plusieurs tags, etc. Et en fait, même si on a la meilleure CMP du monde, la CMP la mieux configurée, si derrière la logique dans les tags et la configuration des tags n'est pas bonne et ne prend pas en compte en fait ce que la CMP envoie, c'est-à-dire qu'on déclenche des tags alors que la CMP a prévenu que l'utilisateur n'a pas donné son consentement, mais on va quand même envoyer, je sais pas moi, de la publicité ciblée, du retargeting ou même de l'analytics. Bah ça, il peut y avoir des fuites de données dans ce cas-là, en fait.
Donc, la configuration de la CMP, c'est le premier pas. Il y a ensuite le deuxième pas qui est important, qui est aussi important, qui est la configuration correcte des tags et des TMS présents sur le site. Ouais, un rapide use case aussi côté Synaptic. L'exemple d'un de nos clients qui est dans le domaine de la distribution, non pas personnalisée, mais spécialisée, où naturellement, comme chez beaucoup d'acteurs de vos rencontres, il y a pas mal de tags qui sont présents sur le site. Les équipes marketing sont du coup elles-mêmes, comme je le disais, parfois autonomes pour implémenter de nouveaux partenariats, ce qui était le cas pour ce client. Avec Synaptic, il a pu détecter notamment que un certain nombre de tags étaient déjà déclenchés sur son site, mais parfois aussi de nouveaux tags qu'il ne connaissait pas préalablement. C'est ce fameux cas de piggybacking dont je parlais tout à l'heure. Et en l'occurrence, ce tag était lui-même à l'origine d'une fuite de des données utilisateurs. Fort heureusement, on l'a détecté très vite, même quasiment dans la foulée. Et du coup, ça a permis à notre client, d'une part, d'être alerté de ça, d'autre part, de pouvoir identifier quel tag, parce que ce n'était pas un partenaire, c'est plutôt un partenaire de partenaire, qui est à l'origine finalement de ce problème. Et ça l'a aidé finalement à remonter la chaîne pour aller frapper la bonne porte et désactiver ce tag chez son partenaire en direct. Et d'ailleurs, sur ce client-là, on avait déjà pu, hein, vous allez dire, il cumule, mais on avait déjà pu par le passé également identifier qu'il avait perdu totalement, je dirais, la maîtrise des tags qui étaient déclenchés sur son site, puisqu'il y avait entre 200 et 250 tags qui étaient déclenchés sur un parcours e-commerce classique de checkout. Et à un moment donné, en fait, on s'était aperçu que dans les tags qui étaient présents sur son site, il y avait des tags de la concurrence également qui étaient présents. Donc voilà, il avait vraiment perdu le contrôle de tout ça. C'était dans une situation où finalement cette concurrence aurait pu elle-même monitorer le trafic et l'audience de notre client. Et en tout cas, voilà, c'est pas une situation géniale. Et le fait d'avoir un contrôle automatique et régulier des tags présents et de ce qu'ils récupèrent comme données, ça lui a permis justement d'éviter que ces situations-là se reproduisent et d'avoir de la vérification automatique et d'être alerté proactivement. Ok. Ben, merci à tous pour votre attention. Je pense qu'on est bon. Merci à tous. On est plutôt bon dans le timing. On va répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Je vais finir de partager mon écran. Je fais juste un petit peu de pub perso pour Didomi. On fait une web conférence sur le sujet également, cookie tracer et le décryptage des recos CNIL. Donc ça sera le 20 novembre 2020 avec le BG. Et donc il y a le lien pour s'enregistrer qui s'affiche à l'écran avec le nom du clip. Donc on va prendre on va prendre des questions. Alors, je vois qu'il y a une question de Vincent qui dit si on intègre une vidéo YouTube ou le flux d'actualité d'une page Facebook sur un site, quelle finalité serait affichée dans le bandeau cookie? Pour le site, ce sera proposer du contenu supplémentaire, mais pour Google ou Facebook, ce sera faire du câblage publicitaire. Donc, tu veux répondre au fait, Xavier ou c'est plutôt, à mon avis, partie bandeau. Okay. Nous, dans notre CMP, en fait, on a déjà plusieurs vendors qui sont. Donc, je vais prendre ça mais dans les étapes de configuration en fait, de notre CMP, on a listé plusieurs vendors, et donc, notamment toute la partie de l'IAB qui respecte les CFV2, pour ceux qui connaissent. Et donc, on a listé tous les vendors et avec les finalités auxquelles chaque vendor est appliqué. Donc, il suffit pour l'utilisateur de cliquer
sur les vendors sélectionnés. Donc, dans le cas de YouTube et de Facebook, il suffit de les sélectionner pour que les finalités associées puissent apparaître sur la console. Il y a une question de Céline qui dit quelle serait comme typologie la typologie des tags? Alors là, généralement, ça fait partie des fameuses librairies dont Damien parle et que vous pouvez retrouver aussi dans le Synaptic. Bien souvent, en fait, les tags ont des sortes de nomenclatures qui vont être, par exemple, des tags analytiques, des tags d'advertising, des tags de personnalisation. Voilà, c'est plutôt ce type de famille-là dont on va parler. Et bien souvent, on va pouvoir peut-être configurer déjà des consentements liés à des familles finalement de vendors, et pouvoir aussi rentrer derrière dans le détail de un tel, quel consentement je donne pour chacun, au-delà de donner un consentement peut-être pour un ensemble et une typologie de taille. Ok, on a une question de Cédric également. Quelles sont les grandes évolutions prévues dans votre roadmap sur la CMP? Donc ça, c'est plutôt pour nous. Donc il va y avoir il va y avoir plusieurs outils d'analytics qui vont se rajouter. Alors on va pas forcément présenter parce que c'était pas le but de la présentation. On a déjà des outils d'analytics qui sont inclus dans notre CMP qui permet de voir en fait le taux d'opt-in suivant les versions adoptées de la CMP. Donc il y a déjà des outils d'A/B testing, par exemple, pour, par exemple, je ne sais pas, si on veut avoir une CMP avec un bandeau inférieur plus ou moins grand, ou une popine, bref, pouvoir faire de l'A/B testing. Donc il va y avoir des outils d'analytique supplémentaires, il va y avoir des intégrations avec des partenaires d'Idomi, notamment, sur lesquels on est en discussion. Et enfin, bien évidemment, il va y avoir la possibilité d'adapter les nouvelles recommandations, notamment ce bouton « Refuser tout » sur la première page. Je pense que certains d'entre vous ont dû voir les mock-ups proposés par la CNIL à ce sujet-là. Ils ne sont pas aussi stricts que ce qu'ils ont pu être par le passé, notamment avec le bouton Refuser tout obligatoire. Il y aura peut-être des alternatives un peu moins fortes, type un bouton plus discret en forme de croix, par exemple, ou quand l'utilisateur va cliquer sur la croix, ça va permettre de refuser tout, mais qui sera moins évident en fait que le gros bouton refuser tout à côté de l'accepter tout. Bref, toutes ces évolutions vont faire partie du produit dans les prochains mois. Et donc oui, la CMP va être amenée à évoluer. Une question d'Eva qui demande peut-on refuser les tags sur un site internet partenaire par partenaire? Alors refuser les tags sur un site partenaire par partenaire. Alors, on ne va pas refuser forcément les tags, mais on va refuser qu'un partenaire se lance. Si je vais prendre un exemple, peut-être ce sera peut-être plus parlant. Je vais vous partager mon écran à nouveau. Ce que tu veux dire, c'est que le tag restera potentiellement présent, mais si l'utilisateur ne donne pas son consentement pour un tel ou un tel, alors effectivement, il ne se déclenchera pas pour celui-là. Exactement, c'est ça. Donc, je repartage mon écran. Je ne sais pas si vous voyez, je suis sur le site de Didomi, par exemple. C'est, je pense, un exemple assez simple à prendre. Si on clique sur « En savoir plus », donc ici, on a les finalités, comme ce que nous avions présenté. Et enfin, si on clique sur « Nos partenaires », là, il y a la possibilité, en fait, d'aller granulairement, en fait, dire ok, moi, hors de question que Spot se déclenche. Par contre, je suis OK avec Facebook, il n'y a pas de souci, etc., etc. En tant qu'utilisateur, c'est possible. Et sur Synaptic, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, si des tags sont observés sur le site, on va pouvoir non pas le bloquer, parce qu'on va simplement nous le détecter, mais on va pouvoir du coup considérer que c'est un tag qu'on veut blacklister. Et du coup, on va être alerté dès lors que ce tag-là va être détecté sur toute ou partie d'un site. Question également de Cédric. Connaissez-vous la position de la CNIL à propos du tracking server-side, sans dépôt de cookies côté client? Alors là, je ne sais pas si tu as la réponse, Damien. Moi, je pense que ça me colle un peu.
j'ai pas spécialement de réponse sur cette question-là. Mais, j'ai pas la réponse technique. mais je pourrais demander en interne et je reviendrai vers vous, Cédric, pour vous répondre. Une question de Céline, y a-t-il une différence entre tag et cookie? Donc, tu réponds, Xavier, sur ça là? Vas-y, si tu te sens prêt à répondre. Oui, il y a une différence entre tag et cookie, c'est pas la même chose. Le cookie, c'est ce que le site ou le partenaire, en l'occurrence, va déposer sur le navigateur de l'utilisateur. Le tag, c'est plus un événement qui va se passer sur le site. Par exemple, j'ai cliqué sur tel bouton, le tag va déclencher une condition en fait dans le TMS, par exemple pour du tracking analytics, là où le cookie en fait va plus stocker de la donnée sur le navigateur. C'est assez clair. Ouais, pour moi c'est clair. Denis, quelle solution proposez-vous pour être en capacité de prouver l'existence du consentement pour un navigateur? Alors, quelle solution proposez-vous? Ok, ouais, très bonne question. Du coup, je vais repartager mon écran. Parce que je pense que c'est toujours plus simple de vous montrer des exemples plutôt que de juste expliquer la théorie. Donc, on est toujours sur le site de Didomi, on est toujours sur la CMP. Ici, donc, je reviens un peu en arrière, on a été sur l'onglet en savoir plus. Quand on vient ici sur voir nos partenaires, on peut voir qu'il y a un petit plus ici avec voir les infos de l'utilisateur qui sont en fait mes informations à moi. C'est-à-dire que là, il y a mon ID utilisateur, qui est un ID unique qui est déposé donc, dans mon navigateur, puisque la CMP fait partie des cookies qu'on appelle first party, donc qui sont autorisés sans avoir de consentement, et qui va permettre de reconnaître en fait l'utilisateur. C'est-à-dire que tant que je ne vais pas passer les cookies de mon navigateur, la CMP va pouvoir lire en fait cet ID et retrouver mes consentements. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a un token d'IDOMI qui en fait va s'actualiser en fonction de mes choix. Et chaque fois que je vais enregistrer des choix sur la CMP d'IDOMI, ça va créer une chaîne de caractères ici. Et en fait, chaque fois qu'on va modifier, que l'utilisateur va modifier ses consentements, la chaîne de caractères va changer également. Et donc ça, cette chaîne de caractères, c'est la chaîne qu'on va envoyer en fait aux partenaires ici, donc Facebook, Google, Cloudflare, etc. Et cette chaîne va retranscrire en fait ce que moi j'ai accepté ou non, de manière à ce que, grâce au TMS notamment, le partenaire puisse lancer son service ou non. Et sur Synaptic, c'est un petit peu différent dans la mesure où l'outil n'est pas basé sur le trafic réel du site, mais basé sur des robots qui vont simuler finalement ce que ferait un internaute lambda sur le site. On va en fait avoir une capacité à définir des modes de crawl, puisque l'outil est basé principalement sur du crawl de site, et définir que préalablement à un crawl, on va configurer qu'on va accepter ou refuser tout ou partie des différents traceurs qui sont proposés dans le bandeau. Et du coup, on va simuler ces différents cas pour s'assurer qu'à posteriori, on ne retrouve pas ces tags qui auraient été probablement refusés en amont par l'utilisateur. Donc, on n'est plus dans la simulation. Vincent pose une question. Si un utilisateur autorise un partenaire sur le site, puis change d'avis et le bloque via la CMP, les cookies déposés par le partenaire doivent-ils être supprimés? Alors non, le cookie va pas être supprimé. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais je pense pas. Ce qui va se passer en fait, c'est que la chaîne de consentement qui va être envoyée au partenaire va dire qu'il n'a pas reçu le consentement et donc il ne pourra pas déclencher en fait son service. Donc
Moi, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Il n'y a plus d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. On va laisser le temps de la saisie sur le clavier. Hop. Et je n'en vois pas d'autres pour le moment. Tac. Je regarde s'il y a aussi des questions dans le chat, du coup. Non, ça m'a l'air... Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Ça m'a l'air bon, ouais. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci à tout le monde. Et merci à Damien. Merci à Xavier également. Et à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.